on forme les gens, mais il y a un moment où il faut leur montrer que ça fonctionne. Le commandement par l'exemple. Je pense qu'il y a rien de mieux que le commandement par l'exemple. La sélection et la formation qu'on avait reçue au SA nous préparent à ça. Aucun plan qui survit à la première minute de contact avec l'ennemi. Faut imaginer ce que représente une colonne de braconniers soudanais, donc c'est entre 100 et 200 personnes, puisqu'en fait les braconniers tirent à vue, hein, il y a pas de sommation. Hein. Pendant un moment, ma tête était mise à prix dans le nom de la RCA. Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. C'est la 5e saison, ça va être le 3e épisode avec notre ami Olivier Fento. Olivier qui nous a raconté dans les épisodes 1 et 2 comment il est entré au service action à la fin des années 80, comment il a rejoint ensuite la guérilla Karen après avoir quitté le service action. Il a rejoint la Birmanie et une guérilla, donc la guérilla Karen dans ce pays. Et au bout de 3 ans, la stratégie des autorités birmanes se révélant payante, la guérilla Karen se retrouvant très très affaiblie, Olivier et d'autres vont quitter la région et Olivier va partir en Afrique. Et là, c'est le début d'autres aventures que vous allez découvrir et vous allez voir comment le personnage va évoluer dans ce milieu, confronté aussi à un continent qui ne cesse d'évoluer. Je vous souhaite une très bonne écoute. À mon retour de Birmanie, vont s'en suivre 5 années d'opérations clandestines en Afrique. Ok, ça titille un petit peu quand tu dis 5 années d'opérations clandestines. Pourquoi tu utilises le mot clandestine en fait en l'occurrence? Clandestines parce qu'elles n'ont pas été médiatisées, ou quand ça a été médiatisé, c'est que c'était absolument pas voulu. Et le but du jeu, c'était de pouvoir soutenir des régimes en place. Hein. À chaque fois, je n'ai travaillé que pour des régimes qui étaient déjà en place, mais justement pour les aider à renforcer leur capacité opérationnelle suite à des désordres ou à des guerres civiles qui venaient juste de se terminer. Donc, tu peux dire un peu les pays dans lesquels tu as été? Oui. Donc, je suis intervenu en Côte d'Ivoire, au Congo, et puis avec l'épisode qui est sorti dans la presse, donc sur les Comores en 95. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, ou je veux pas te mettre en porte-à-faux, c'est pas le but. Non, c'est alors là vraiment on est sur des opérations de réorganisation d'unités ou de formation ou de création d'unités spécialisées. Le gouvernement n'avait pas forcément les capacités, était pas forcément content des différentes coopérations avec lesquelles ils avaient travaillé, et donc ils avaient décidé de pouvoir avoir une plus grande latitude dans ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient faire, en allant directement chercher des gens, ce qui deviendra ce qu'on appelle aujourd'hui les contracteurs, qui a été vulgarisé par le monde anglo-saxon, mais en fait où on est juste des techniciens qui venons mettre nos capacités techniques et notre expérience au profit d'entités étatiques. Cette jonction entre donc cette période auprès des Karen, où tu parlais d'une personne qui t'a un petit peu inspiré à l'époque, donc c'était Titi. Tout à fait, ouais, Titi. Ouais. Et donc est-ce que lui il appartenait à une organisation particulière déjà en fait? Comment ce que j'essaie de comprendre c'est où est-ce que tu atterris en fait lorsque tu arrives pour travailler en Afrique et tu mets au service donc de ces États qui veulent renforcer certains domaines liés à l'armée, tu contribues en apportant tes compétences. Mais c'est à travers quoi? Il y a une organisation que tu rejoins pour ça? En fait, il y a c'est des entreprises privées, c'est des cabinets conseils la plupart du temps. Donc des gens qui par le biais de leur relationnel ont réussi
atteindre les plus hautes sphères de l'État, pardon, et donc qui sont capables de proposer des services. Par exemple, voilà, si on prend l'exemple du Congo à l'époque, tous les pilotes des hélicoptères et des avions venaient des pays de l'Est parce qu'on était sur du matériel soviétique. Voilà, et donc ils avaient un besoin d'un renforcement de capacité dans ce domaine, donc ils avaient fait appel à, voilà, avec des gens ayant l'expérience de ce type de matériel, et donc ces personnes qui opéraient depuis très longtemps dans ces pays-là, la plupart du temps au début étaient venus sur la partie commerciale pour vendre du matériel, pour faire des affaires, et se sont rendus compte qu'il y avait aussi une possibilité de vendre du conseil, et donc de pouvoir implanter des consultants qui permettraient aux États de pallier à certaines déficiences techniques. Et là, ça reste du franco-français, ou c'est les gens avec qui tu vas travailler sont de multiples nationalités? La plupart du temps, on reste sur du franco-français, ouais, puisque on est sur des savoir-faire français. Donc voilà, c'est plus facile de travailler avec des gens qui ont été formés de la même façon que vous, qu'on a la même vision des choses, et puis on travaille aussi uniquement avec des États qui vont dans le sens de l'intérêt de la France, quoi. J'ai jamais travaillé pour un État dont les intérêts étaient contraires à celui de mon pays d'origine. Est-ce que t'as eu des moments on t'a fait des propositions justement des États qui pour le coup étaient plutôt hostiles à la France, t'ont fait des propositions? Oui, c'est déjà arrivé, absolument, mais voilà, je n'ai jamais donné suite, puisque c'était ni mon envie ni mon intérêt. Donc là, tu vas faire combien de temps comme ça Donc là, pendant 5 ans, jusqu'en 2001, année à laquelle je suis recruté par l'Union européenne pour aller encadrer des unités anti-braconnage en Afrique centrale. Vous faites juste sur les 5 ans qui ont précédé, tu rentres dans le niveau de détail que tu souhaites. Pendant ces 5 ans, est-ce que le niveau d'exposition, la prise de risque qu'il y avait visiblement avec les Karen, ce que tu racontais tout à l'heure, qui était vraiment en première ligne, est-ce que il y a ce même niveau d'engagement, ce même niveau de prise de risque, ou tu as une position qui est peut-être un peu plus en recul? Alors j'ai un peu plus de recul. Il y a quelques moments où on a eu de façon un petit peu forcée, ou quand on a été obligé de repousser des attaques, où on se retrouve là. Et puis une ou deux fois, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est on forme les gens, mais il y a un moment où il faut leur montrer que ça fonctionne, et donc la seule façon de leur montrer que ce qu'on leur apprend ça fonctionne, c'est leur montrer sur le terrain, et donc le commandement par l'exemple, hein. Je pense qu'il y a rien de mieux que le commandement par l'exemple. Sur ces 5 ans, est-ce qu'il y a des moments particuliers sur lesquels tu veux revenir? Ouais, il y a un moment assez rigolo où on est en opération dans un pays, et puis je me souviendrai toujours, je rentre de France le lundi soir, je me pose le lundi soir, et quand j'arrive, on me dit ça tombe bien parce que on a une opération héliportée mercredi matin, et comme il n'y a pas d'officier aérien, c'est toi qui dois préparer l'opération. Ah ok, d'accord. Donc je fonce au camp, je récupère mon matériel. Le lendemain matin, je vais tester mon armement quand même, un petit peu le matériel, et puis j'ai passé toute la journée à préparer cette opération avec les renseignements qu'on avait, avec le personnel aérien, puisque on était sur un hélicoptère de transport et 2 hélicoptères de combat en soutien. Et puis à 22h, on apprend qu'on a des nouvelles informations, donc il faut revoir tout le plan le soir, et donc le lendemain matin, on a pu partir et mener l'opération comme on le voulait. Mais voilà, ouais, ça c'est un souvenir, ouais, où j'arrivais tranquille et je me suis retrouvé plongé dans le bas dès le début, quoi. Donc là, toute mon expérience et la formation que j'avais eue avant m'a bien servi. Faut se réadapter sans transition. En fait, t'as pas le temps de réfléchir. Non, t'as pas le temps de te poser, c'est à peine arrivé, bon, ça y est, c'est reparti. Mais justement, la sélection et la formation qu'on avait reçue au SA nous prépare à ça. En disant, vous savez pas à quel moment vous allez partir, et c'est pas, vous rentrez d'un stage commando au SNEC, et vous pensez que vous allez pouvoir vous reposer parce que vous avez 15 jours de vacances derrière, et en fait, vous arrivez sur la base et on vous dit, tiens, tu prépares tes affaires parce qu'on a une alerte, et dans 2 heures t'es dans l'avion, quoi.
Donc il y a l'acceptation d'une part d'incertitude à chaque fois en fait d'inconnu. C'est pareil sur le plan, sur la planification que tu fais et qui visiblement en fait est complètement bouleversée par des nouveaux renseignements obtenus la veille de l'opération. Donc il faut rechanger complètement le plan. Tout à fait. Et ça, bon, tous les militaires le savent. Il n'y a aucun plan qui survit à la première minute de contact avec l'ennemi. Et donc là, oui, on se réorganise. Et puis il y a toujours une part d'incertitude et d'improvisation. Mais justement, là, c'est là que l'entraînement fait la différence. Hein. Comme disait Stéphane, on se rattrape aux branches et les branches, c'est l'entraînement. C'est exactement ça, quoi. C'est se dire, voilà, on sait faire. Et puis, si ça se passe pas comme on veut, on a essayé d'étudier tous les cas non conformes et on se rattrapera à ce qu'on sait faire et on en reviendra au basique. Faut pas, c'est vraiment comme de la musique. Hein, il y a des très grands musiciens, mais ils sont tous passés par le solfège. Tous les musiciens ont appris le solfège. Et voilà, on apprend les bases et à partir des bases, on pourra ensuite composer et pouvoir s'adapter au terrain. Ça, c'est des choses que tu as retrouvées tout au long de ta carrière, en fait, par la suite. Oui, absolument. Après, quand je suis passé dans la vie civile pour de vrai et travailler pour des organisations ou des sociétés, mais on retrouve en fait la même chose. Hein. Protéger un stade, c'est la même réflexion que protéger une ZMS ou protéger une base guérilla, quoi. On a des moyens, on a des amis, on a des ennemis, et à partir de là, on organise notre dispositif. Donc le cheminement intellectuel, la MRT, hein, la méthode de raisonnement tactique, reste la même. Et à chaque fois, en fait, à inclure là-dedans ce qu'on appelle les canons conformes, c'est-à-dire anticiper ce qui peut merder, ce qui peut impacter la suite de l'opération. Tout à fait. Avec le contexte, régalien, légal, juridique, des différentes situations dans lesquelles on est impliqué. Là, juste pour essayer de se figurer un petit peu, de comprendre, quand tu pars avec cet hélicoptère de transport et ces 2 hélicoptères de combat, et donc avec ces troupes africaines, tu es le seul instructeur français avec eux? Non, on est plusieurs. Là, c'est vraiment un mixte français-africain. Donc non, on est une équipe mixte pour partir sur cette opération. Maintenant, on continue sur ce nouveau changement. Là, au bout de ces 5 ans, t'en as marre, puisque là, tu parlais il y a un instant du fait que tu vas travailler pour l'Union européenne sur la lutte contre le braconnage en Afrique. Donc, tu restes sur le même continent, peut-être pas nécessairement dans les mêmes pays, mais c'est un changement quand même même s'il y a des choses communes là-dedans, c'est quand même un gros changement. Hein. Alors c'est un changement, c'est plus une continuité en fait, parce à l'époque, à la fin des années 90 et début des années 2000, on a une recrudescence du braconnage des éléphants en Afrique centrale par des braconniers soudanais lourdement armés et donc on se rend compte que les moyens de lutte contre le braconnage traditionnel ne sont pas efficaces, qu'il va falloir militariser cette partie de la conservation et donc c'est grâce à l'expérience que je me suis faite au cours des 10 années précédentes qu'on fait appel à moi pour cette mission particulière. Et donc là on peut dire les pays dans lesquels tu oui bien sûr oui. Donc je suis intervenu principalement en République centrafricaine, c'est là où j'étais basé pendant 5 ans et avec des opérations ensuite au Tchad et en République démocratique du Congo. Donc le Congo qui est connu pour être un pays qui a jamais vraiment été hyper stable, et la République centrafricaine pour le coup ça a été déjà pas moins à cette époque. Oui tout à fait, ouais. En 5 ans je crois qu'on a eu 3 coups d'état différents lors des 5 années de présence en Centrafrique. Et donc il faut évoluer dans ces pays. Enfin, visiblement tu as déjà pas mal de repères, mais c'est pas de la grande tranquillité, quoi. Non, puis on change de cadre. Hein. On a donc là moi je travaille pour un cabinet conseil hein, qui travaille qui est mandaté par l'Union européenne pour fournir des experts dans tous les domaines. Donc on a des experts comptables, mécaniciens, logistiques et lutte anti-braconnage. Et des géologues, enfin voilà, on a un petit peu de tout. Et donc dans ce cadre-là, on est mis à disposition donc pour la République centrafricaine c'est le ministère des Eaux et Forêts. Donc moi je suis
mis à disposition du ministère des Eaux et Forêts comme lieutenant pour dans les unités donc qui sont des unités paramilitaires donc qui relèvent donc du ministère des Eaux et Forêts mais qui sont équipés par le ministère de la Défense pour tout ce qui est armement, avec un soutien des militaires centrafricains lors de certaines opérations. Donc là, voilà, on change vraiment de cadre juridique. Là, on n'est plus dans le clandestin. Donc moi, j'ai un contrat avec le gouvernement centrafricain. Je commence déjà pour m'imprégner. J'avais déjà une connaissance de la faune. Moi je suis chasseur d'origine, mon frère est guide de chasse en Afrique, donc voilà, j'avais déjà une bonne connaissance de la faune, mais j'apprends le code de la faune centrafricain pour savoir les espèces qu'on a le droit de chasser, celles qu'on n'a pas le droit de chasser, ce qu'on a le droit de faire dans les aires protégées. Je suis une formation pour devenir OPG, officier de police judiciaire, pour pouvoir opérer sur le territoire et notamment opérer des arrestations de braconniers dans le cadre légal de la législation centrafricaine. Donc je prête serment à Ndélé devant le procureur de la République comme OPJ. Et à partir de là, il y a déjà une unité qui est en place, qui a un petit peu de mal parce que les personnes précédentes et notamment le responsable d'anti-braconnage qui nous avait précédé était un officier d'état-major, donc voilà, qui avait pas une grande expérience du terrain. Donc, je lui jette pas la pierre, hein, c'est pas de sa faute, hein, c'est les gens qui l'ont recruté qui se sont trompés. Donc lui, il est venu, mais voilà. Donc à partir de là, l'Union européenne avait décidé qu'il fallait changer le mode opérationnel et qu'il fallait faire appel à des gens un petit peu plus opérationnels. Donc lui, il était tout seul, nous on est 3, et donc on va sélectionner, former donc les éco-gardes aux opérations de guérilla et contre-guérilla pour pouvoir lutter contre les colonnes de Soudanais qui viennent décimer les éléphants dans le nord de la Centrafrique. Ouais, c'est pas un ou deux braconniers. Non, faut imaginer ce que représente une colonne de braconniers soudanais. Donc c'est entre 100 et 200 personnes qui viennent s'installer pour 4 mois en Centrafrique. Donc qui viennent avec des chevaux, des ânes, des chameaux, qui sont organisés de la façon suivante. Ils installent un premier camp de base, là où va être stocké tout l'ivoire, et ensuite des groupes partent sur des petits camps temporaires. Et donc on a 3 groupes. Le premier, c'est les pisteurs, donc qui doivent retrouver où sont les éléphants. Et donc qui sont en même temps les chasseurs, hein, donc quand ils ont trouvé des éléphants, ils les abattent. Derrière on a les skinners, donc ceux qui vont découper l'ivoire, et ensuite on a les porteurs qui vont prendre l'ivoire, qui vont le ramener au camp de base, et une fois que le stock est suffisamment important, ils vont ensuite le ramener au Soudan. Donc c'est très très organisé. C'est très 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 organisé, et ces gens sont armés. On a beaucoup de déserteurs ou de militaires en rupture de banc ou en vacances non autorisées. Donc en face de nous, on a des gens qui ont des armes de guerre. On est en face d'AK-47, de G3, de M14, de PKM, de RPG. Voilà, on est sur des vraies opérations de militaires de guerre, quoi. Et donc en face, toi, donc avec tes gardes des eaux et forêts paramilitaires. Vous êtes combien par exemple? Alors nous sur les unités qu'on va appeler commando, hein, celles qui bougeaient le plus, on était une quarantaine. Et donc la quarantaine, elle s'attaque au camp de base des. Voilà, en fait, on est toujours sur ce débat éternel, tuer des hommes pour protéger des animaux. Donc c'est un petit peu compliqué, même si les gens viennent faire la guerre. Et puis nous, on n'a pas envie, ou on essaye de perdre le moins de personnel de notre côté, parce qu'en fait, les braconniers tirent à vue. Hein, il y a pas de sommation. Hein, dès qu'ils voient quelqu'un, ils ouvrent le feu systématiquement. Donc nous, on avait de la part de la législation centrafricaine le droit de riposter si on se faisait tirer dessus. Donc quand c'était du petit braconnage de subsistance, la plupart du temps par des Centrafricains, là on est sur des opérations de police classiques. Hein, avec arrestation et saisie de l'arme et de la viande braconnée, alors que face aux Soudanais, on est vraiment sur des opérations de guerre. Et donc on avait décidé, nous, au regard de la taille du pays, parce qu'on est sur un projet à l'époque, donc financé par l'Union européenne,
qui couvre 85 000 km², hein, donc c'est 3 fois la Belgique. Donc voilà, on s'était dit que le meilleur moyen de les embêter, en fait, c'était d'abattre systématiquement les animaux de bas, hein, que ce soit les chameaux ou les ânes, parce que s'ils ont personne pour porter l'ivoire, ils sont obligés de leur faire une guerre de harcèlement à base d'embuscades. Donc voilà, donc pendant les 5 années qui vont suivre, on va opérer de cette façon-là contre les trafiquants soudanais. Donc il faut pister et il faut monter des embuscades. Voilà, il faut chercher du renseignement, il faut monter des réseaux, il faut pister, voilà, monter des embuscades, attaquer des camps quand on le peut, avec des vrais risques. Hein. Moi, en 5 ans, on a eu 8 gardes ont été tués. Donc voilà, on a ça a été c'était la guerre de l'ivoire, mais c'était une vraie guerre. On a réussi jusqu'à ce que je m'en aille à faire chuter le niveau de braconnage, mais voilà, ça a été une vraie guerre de l'ivoire dans le nord de la RCA entre 2001 et 2005. Et donc, comme tu dis, qui a porté ses fruits. Donc à l'époque, oui, ça a porté ses fruits tant qu'on avait un soutien de l'Union européenne. Malheureusement, on est sur des projets qui sont pas toujours cohérents en termes de financement ou de soutien. On a les bureaucrates de Bruxelles se rendent pas forcément compte des besoins opérationnels et de continuité de financement. Et donc on a eu un gap entre les deux, c'est la raison pour laquelle on est parti, puisqu'il n'y avait plus de financement de l'Union européenne, qui a été repris 2 ans auparavant, mais comme on le sait tous, la nature a horreur du vide. Et donc en 2 ans, malheureusement, les braconniers avaient pu revenir et se réinstaller à nouveau dans le nord du pays. Et là, parce que ça fait quand même, on a parlé des 3 ans avec les Karen, 5 ans en Afrique, à travailler pour des cabinets de consultants, c'est un euphémisme, mais bon, on aura compris. Et puis et là maintenant donc 5 ans pour cette mission de l'Union européenne. Donc ça fait quand même ça fait beaucoup d'années là, ça fait 13 ans où tu vis beaucoup sur le terrain. Enfin, j'imagine que le rythme est assez intense encore là. Oui, le rythme est intense, mais bon, c'est ce que je voulais, hein. Le jour où je me suis engagé, où j'ai franchi les portes du CIN à Carqueville, c'était ce que j'étais venu chercher, et donc voilà, c'est la vie que j'avais envie de mener, c'est les compétences que j'avais acquises, et donc j'ai continué à mettre en pratique ce que je savais faire. Et juste pour s'imaginer, quand t'es en Centrafrique dans la lutte contre le braconnage, t'as un appartement par exemple dans la capitale, Alors on a une base dans la capitale, on a une base de l'Union européenne dans laquelle on a une case de passage, on a des chambres de passage, mais moi je suis logé dans le nord, hein, donc on a une base centrale qui s'appelait Manovo à l'époque. Donc on a une villa, on partage la villa à 3 au début, et puis les années suivantes je vais changer d'affectation, mais voilà, on est basé, donc on a une villa normale, hein, avec des chambres, un salon, une cuisine, on a l'électricité, parce qu'à l'époque il y avait qu'un groupe, malheureusement il n'y avait pas encore de solaire, donc on a l'électricité de 9h à 13h et de 17h à 21h, si je dis pas de bêtises, mais la plupart du temps je suis sur le terrain, je suis en patrouille sur le terrain. Il y a plusieurs bases, entre donc Manovo qui est la base centrale et Gordil, la base du nord, il y a 245 km, et on essayait de stopper les colonnes de Soudanais au plus près de la frontière soudanaise pour les empêcher justement de venir dans les zones où se trouvait la faune. Donc on a mené la plupart de nos opérations dans le nord du parc, dans le nord du projet. Donc la plupart du temps j'étais entre Gordil et Wandja. Et sur le terrain, c'est dans des conditions de confort qui rappellent un petit peu c'est celle de la Birmanie. Oui, oui, on est donc là la différence c'est qu'on est véhiculé, hein, puisque on peut pas faire de grandes distances sans véhicule. Donc là on a des Unimog et puis des Land Rover, donc on roule avec ces véhicules, et puis dès qu'on voit une trace ou dès qu'on monte des opérations, on se pose, on part à pied, soit pour la journée, soit pour quelques jours, et puis ensuite on revient au véhicule pour bouger. Mais oui, on dort sur le terrain, on vit sur le terrain pendant plusieurs semaines d'affilée. 5 nouvelles années comme ça, est-ce qu'il y a un moment particulier sur lequel que tu aimerais partager, qui te revient comme ça à l'esprit? Ouais, il y a deux moments. Alors il y en a un qui est rigolo, c'est un petit pays, la Centrafrique, et donc
il se passe pas grand chose, donc la plupart des informations qui peuvent être intéressantes passent à la radio, et notamment les mutations. Et donc je suis nommé capitaine le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, je suis nommé le 1er avril 2003. Je suis en opération à ce moment-là, donc ça passe à la radio, et en fait je l'apprends en rentrant dans un village. C'est un gendarme qui me dit que voilà, que je viens d'être nommé capitaine, et la tradition, c'est d'offrir un verre pour une mutation, quoi. Et donc ce grade, il m'a coûté cher en boisson, parce qu'à chaque fois que je passais dans un village, ils savaient tous que je venais d'être nommé capitaine, et donc j'ai été obligé de rincer. Donc là, le retour à Manouveau m'a coûté quelques casiers de bière. Donc voilà, donc ça c'était rigolo. Et sinon une autre un peu plus compliquée. En plus des braconniers, on avait aussi les transhumants, donc les bergers transhumants qui venaient faire paître leur bétail dans le parc. Et en fait il y a un conflit faune sauvage faune domestique, notamment ces bêtes-là véhiculent des maladies qui déciment la faune sauvage, donc la raison pour laquelle on les empêche de rentrer. Et les bergers sont aussi armés et ils nous tirent dessus dès qu'ils nous voient. Et donc un jour on est appelé pour aller intervenir sur un troupeau dans le nord du parc Saint-Floris, et quand on arrive, il y a des milliers de bêtes en fait. Il y a, je crois, oui, il y a à peu près 3000 têtes de bétail. On s'approche, on se fait tirer dessus. Donc s'ensuit pratiquement 1 heure d'échange de coups de feu avec les bergers, qu'on n'arrivait pas à pouvoir qui était dissimulé dans le troupeau, donc on n'arrivait pas à les identifier, donc ça a été très compliqué. Donc finalement on se retrouve pratiquement encerclé entre les animaux et les gens qui nous tirent. Donc je décide de rompre le combat et on va se cacher dans un bosquet. On reste pendant 3 heures en attendant que tout le bataille soit parti, que l'arrière-garde soit passé. Donc on pense que tout le monde est passé. Et au moment où on sort, on se retrouve nez à nez avec l'arrière-garde à cheval. Et donc on repart sur un combat avec des gens qui nous chargent à la calache à cheval. Donc voilà, ça a été particulier. C'est là où on se rend compte de la taille d'un animal. En fait, j'étais pas habitué à tirer sur quelqu'un qui est à 2,50 m au-dessus de nous. Donc voilà, ça a été une journée très 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 compliquée à laquelle là pour le coup j'étais pas préparé. Et je pense que ce qui est intéressant également, c'est que ça permet d'apprécier ce que peut être la sécurité, même s'il y a beaucoup de sujets de discussion là-dessus. Mais enfin bon, quand on vit dans un pays en sécurité, c'est vrai que on se dit pas que on va se prendre une balle de calache, quel que soit le déplacement qu'on va faire. Et dans ces pays, par contre, c'était et c'est peut-être encore le cas. Et oui, pour des raisons d'autoprotection peut-être au départ. Hein, oui, puis de règlement de conflit. En 2002, on a un responsable du Nord là qui avait étendu les zones de chasse, parce qu'on avait un projet de développement économique et de coopération avec la population qui fonctionnait plutôt bien, qui s'appelait les zones synégétiques villageoises, où les populations environnantes du parc qui travaillaient dans les zones de chasse tiraient profit directement de l'activité de chasse par la location des zones, la modélisation des zones, par l'emploi, et puis par le fait que 65% de la viande qui était abattue par les chasseurs était reversée directement au village. Donc il y avait un vrai profit économique, et donc c'est rentré en conflit forcément, puisque ce sont devenus des zones sédentarisées avec les bergers transhumants. Et les bergers transhumants se sont dit que s'ils assassinaient les chefs politiques, on en reviendrait à la situation d'avant. Donc voilà, on s'est retrouvé impliqué indirectement et involontairement dans ce type de conflit entre population sédentaire et population nomade. Il y a des moments un peu de négociation directe qui peuvent se faire justement avec les différentes parties prenantes, ces transhumants, ces chefs transhumants. Alors les transhumants c'était un petit peu compliqué. Par contre, avec certaines populations, oui, on a arrivé à trouver des accords. Fin de saison sèche, la plupart des mares ça sèche dans le parc, ce qui fait que les poissons meurent et donc sont la proie des oiseaux. Donc les populations qui ont faim à côté, ont du mal à comprendre qu'on puisse laisser les gens mourir de faim ou dans des difficultés à côté d'un parc, alors qu'on a des centaines, voire des milliers de poissons qui meurent. Donc on est arrivé à trouver des accords en mettant en place des campagnes de pêche très limitées, avec un nombre de personnes très limité sur des zones bien particulières, et qui permettaient d'avoir une vraie coopération
avec les populations environnantes. On a fait la même chose au Tchad, où là les gardes étaient à cheval sur le parc de Zakuma, et donc on achetait tout le mil pour la nourriture des chevaux dans les villages environnant le parc, à condition qu'aucun membre de village ne soit arrêté dans le parc pour braconnage, auquel cas le village perdait son... Donc on arrêtait de leur acheter du mil pendant 1 an. Ils étaient sanctionnés économiquement pendant 1 an si le moindre membre du village était arrêté. Mais il y avait aussi des sanctions. Voilà, tout à fait. T'es facilement identifiable quand même dans ce dispositif, ce braconnage. Est-ce que il y a des menaces particulières quand tu revenais sur la base, sur ta base arrière, la villa dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que il y avait des menaces éventuelles de gens qui essaient de te retrouver à cet endroit-là? Ouais, on a eu, alors pas cet endroit-là, mais on a eu quelques menaces. Ouais, pendant un moment, ma tête était mise à prix dans le nord de la RCA par les bergers et par les Soudanais. Mais non, il n'y a pas eu. Voilà, on est dans une zone. Alors le centre du parc, c'était ça allait plutôt. Dès qu'on est dans le nord, on savait qu'on était dans des zones de conflit. Donc voilà, on s'organise en conséquence. Et non, j'ai jamais ressenti. Voilà, ça a été plus voilà des bruits ou des choses qu'on m'a rapportées. Mais non, bah, on prenait aussi nos précautions. Je veux dire, on a une garde H24. Voilà, on met les moyens en place pour assurer notre sécurité quand on est dans le nord. Finalement, c'est un petit peu les mêmes schémas qui se répètent. Sur les KRN, c'est le fait que ça perd du sens, le combat n'est plus le même. Donc il y a un changement de situation qui fait que ça va amener à toi ton changement de situation. Là, au bout de ces 5 ans en Centrafrique, dans le programme européen de lutte contre le braconnage, il y a aussi ce changement. Il y a un défaut de financement, et ça t'amène donc toi à devoir te reconfigurer. Tu aurais bien continué pendant plusieurs années comme ça, en fait, si ça avait pu. Oui, et puis il y a 2 choses. Donc il y a cette fin de financement. Il y a aussi le fait que on a des gens qui comprennent pas forcément les besoins opérationnels, et notamment le fait que tous les projets de développement à côté sont étroitement liés à la lutte anti-braconnage, qu'on peut pas faire que du répressif et qu'il faut aussi faire de l'incitatif. Voilà, quand j'avais demandé un financement pour pouvoir éditer des livres scolaires dont le thème principal serait la protection de l'environnement et l'intérêt pour les populations pour essayer de former les jeunes générations à la compréhension de la conservation, et voilà, ça m'a été refusé parce qu'on me dit mais non, mais toi t'es lutte anti-braconnage, c'est pas ton boulot. Alors qu'en fait voilà, c'est étroitement l'éco-développement est étroitement lié à la partie répressive de la lutte anti-braconnage. Donc il y a un moment, voilà, on était aussi en dissonance, donc on est plusieurs à avoir eu cette réflexion, et donc on s'était dit peut-être que si on crée notre propre association qui va mettre à disposition des experts en lutte anti-braconnage, on pourra vraiment travailler sur les sujets qui nous intéressent avec une plus large autonomie. Donc on s'est regroupé à plusieurs experts pour créer une association qui s'appelait l'APB à l'époque, l'appui de protection de la biosphère. Et il fallait qu'il y ait des gens qui soient au bureau, tout le monde pouvait pas être sur le terrain parce que il fallait chercher des financements, il fallait aller voir les autorités pour expliquer le projet. Donc c'est aussi tombé sur moi, donc c'est pour ça, c'est l'autre raison pour laquelle j'ai quitté. Et puis la troisième raison, c'est que je venais d'être papa, et donc voilà, à un moment après 15 années de brousse, il était peut-être temps de poser un petit peu le sac et de me consacrer à ma famille. Tes familles qui n'étaient pas ni en RCA ni même en Afrique. Non, qui restait en permanence en France. À ce moment-là, donc tu changes. Alors, c'est quoi ce nouveau changement? Ce nouveau changement, c'est donc je me tourne vers ce que je sais faire, donc la sécurité privée, et donc je rejoins un cabinet britannique qui s'appelle Contre Risque, pour lequel je vais travailler pendant 6 ans.